grâce à lait sucré. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Judith Belair, Frédéric Brindel. C'est la fête des Mathieu, les deux Mathieu sont là. Mathieu Hoc, secrétaire général adjoint du Millénaire. Mathieu Davy, avocat en droit de la presse et de la propriété intellectuelle. Ils sont prêts, Judith, je vous les livre. Nous sommes sur le départ sur les chapeaux de roue, il est 17h34, c'est le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Trafic de drogue, fusillade, règlement de compte. Clermont-Ferrand s'enfonce dans une spirale de violence depuis plusieurs semaines. 4 homicides depuis le début de l'année et une population qui ne cache plus son exaspération et sa peur. Bruno Retailleau a donc réuni ce jeudi matin au ministère de l'Intérieur le préfet du Puy-de-Dôme et les patrons de la police et de la gendarmerie. 1h30 de discussion pour une seule annonce pour l'instant, la venue du ministre à Clermont le 5 septembre prochain. Objectif affiché, reprendre le terrain, réaffirmer l'autorité de l'État dans les zones de Dille, de la Gare et de Croix de Néra, devenu le théâtre d'affrontements sanglants. Un autre exemple, alors qu'il participait à une opération de démantèlement d'un point de deal, le maire de Charleville-Mézières, Boris Ravignon, a été la cible de tirs de mortier. Les maires de Clermont-Ferrand, Limoges, Besançon, Béziers et tant d'autres crient à leur impuissance face à des armées de narcotrafiquants toujours plus terrorisantes pour les populations locales. Ils appellent solennellement à une réponse extrême et ferme de la justice et à des peines exemplaires, ces maires. Nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. Le narcotrafic est-il plus fort que l'État français ? Eh bien, vous dites oui à 86%. Eh ben c'est assez clair pour les auditrices, les auditeurs de Sud Radio. On est avec Bruno Pomar, qui est maire de Bellefou dans l'Aude et fondateur du RAID pour en parler. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Juste avant la coupure, vous avez commencé à nous expliquer un petit peu tout le contexte. Je vais quand même rappeler quelques chiffres. En 2024, il y a eu 53,5 tonnes de cocaïne qui ont été saisies, plus du double par rapport à 2023, soit une augmentation de 130% du trafic, et plus de 9 millions de comprimés d'ecstasy et d'MDMA ont été saisis, donc pareil, plus 123 par rapport à 2023, c'est absolument énorme. Oui, vous pouvez rajouter une économie qui est de l'ordre de 6 à 7 milliards. Donc c'est pas rien, qui est d'ailleurs inclus dans le PIB national. Ça, c'est quelque chose d'intéressant à dire. Oui, c'est un vrai fléau que le narcotrafic. Et il y a un travail qui est considérable à mener. C'est vrai que l'État qui bouge, on peut pas dire que l'État ne bouge pas. Ça serait pas reconnaissant vis-à-vis des policiers, de l'OFAS, des équipes de stupes qui travaillent sur le terrain sans cesse. Mais le problème, c'est que, vous savez, un État, c'est lourd à bouger. Et les narcotrafics vont très très vite. Les narcotrafiquants vont très très vite pour mettre en place toute la toile d'araignée qu'ils ont mis en place depuis quelques années et qu'on n'a pas su résorber, en fait, en quelque sorte par la sécurité, bataille, je dirais, des services de police qui sont un peu dépassés. Je pense que le travail doit être mené, encore une fois, de fond. Les services de police ont fait des avancées, on ne peut pas le nier. Vous savez que lorsque Darmanin est passé au ministère intérieur, il y a eu la LOTMI qui a permis de créer des postes à l'OFAS, qui a permis de créer des postes en PJ, qui a permis d'avoir du matériel, parce qu'il faut du matériel pour lutter contre les stupes. Maintenant, au ministère de la Justice, on l'a vu encore une fois, Darmanin a quand même bougé avec Vendin-le-Vieil et Condé-sur-Sarthe, qui sont deux réponses importantes, je trouve, pour la lutte contre le narcotrafic. Alors c'est vrai que on a l'impression de faire quelque chose un petit peu en haut là-bas, et on se dit en dessous, tout continue. Oui, c'est vrai, ça continue, mais je crois qu'il faut qu'on tape sur les réseaux au plus haut niveau. Ce qui a été fait d'ailleurs, il faut le signaler, avec des aides mafias, avec le Team Yoda, qui a été en partie anéanti. C'est les groupes de Marseille, Bruno. Alors, on a votre point de vue, Bruno. C'est eux qui mènent tout. Oui. C'est eux qui mènent tout. Oui, tout à fait. Alors, point de vue de la police, on a la chance d'avoir un avocat aussi dans les vraies voix ce soir. Mathieu Davy. Alors. Mathieu Davy, est-ce que la justice, qui est souvent montrée du doigt parce que pas assez répressive, parce que trop tolérante ou etc., je ne sais quoi, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une prise de conscience aussi au niveau de la justice pour enrayer ces narcotrafics ? Parce que, attention, les juges aussi subissent la pression. On connaît le principe de ces gros narcotrafiquants. La question que vous posez, c'est est-ce que l'État français est supérieur ? Dans l'État, il y a État de droit pour moi. Ouais. Et effectivement, une réflexion qui me vient, c'est est-ce que le droit est appliqué ? Je ne parle pas des juges, je parle est-ce que notre droit est suffisamment puissant ?
contre les réseaux, contre peut-être les consommateurs, peut-être contre le droit international, contre les pays producteurs. Est-ce que notre droit, qui normalement doit nous protéger, on parle de réseaux criminels et délictuels du côté du consommateur, est-ce que le droit est mis en place et réellement appliqué? Si le droit est fort, l'État est fort. Et là, on voit bien qu'on est un peu faible. On voit bien qu'on est dépassé. Alors, est-ce que la réponse, c'est pas l'état d'urgence contre l'état de droit en général? C'est le principe. Moi, je vais vous dire, je crois que la cocaïne devrait être aujourd'hui un sujet de santé publique numéro 1. Quand vous voyez des mineurs qui en prennent, quand vous voyez qu'on parle de millions de consommateurs, et quand vous voyez les désastres absolus que ça a pour la santé. On parle de drogue dure, on parle de mort, on parle d'arrêt cardiaque, on parle de vie détruite. Qu'est-ce qu'on fait? Non mais sérieusement, il y a le cannabis, mais les drogues dures maintenant, des drogues de synthèse, on fait quoi? Donc sous-entendu, s'il n'y a pas de consommateur, il n'y a pas de trafic. Moi j'attends d'un ministre aujourd'hui, j'attends un ministre aujourd'hui qui nous dise c'est un sujet d'intérêt général numéro 1 et je vais mettre en place des moyens et une politique répressive. Pardon, encore une fois, je ne vise pas que le consommateur quand je dis ça, je vise toute l'échelle, je vise tout le système en tant que tel. Je crois qu'on est extrêmement faible sur ce sujet et qui n'est pas arrangé par le comportement de certains politiques eux-mêmes. Pardon, mais quand on voit qu'on a un sénateur ou un député qui va acheter de la drogue et que donc, comme si ça sous-entendait que dans le pouvoir, que dans l'école blanc, il y a une sorte de tolérance. Tolérance zéro sur la drogue, parce qu'on parle de nos enfants, pardon, hein. Ouais, clairement. Mathieu Hoc, on sait en plus que ce trafic il est bien rodé, qu'il y a des guetteurs, il y a le dealer, il y a des cartes de fidélité pour contrôler les clients, enfin tout ça est extrêmement bien ficelé. Il y a carrément des vraies zones de non-droit sur notre territoire aujourd'hui. Oui, en effet, il y a plusieurs éléments de réponse, mais et je rejoins ce qui vient d'être dit. Ce qui est majeur à comprendre sur le narcotrafic, c'est que l'état de droit a créé des zones de non-droit dans notre pays. Pour plein de raisons, en fait. Parce que on a laissé installer, par le manque de réponse, justement, pénale, et nous, on a travaillé dessus c'est d'ailleurs un des aspects manquants de la loi narcotrafic, c'est la réponse pénale. On a laissé... réponse pénale pour les trafiquants ou pour les consommateurs? Les consommateurs, j'y viendrai aussi, mais surtout pour les trafiquants. On a laissé prospérer un climat et un sentiment d'impunité, parce que, justement, la sanction n'était pas forte. Avec quelque chose qui est très simple, vous ouvrez aujourd'hui le code pénal pour toute infraction liée au trafic, à la production, à la détention et au trafic, c'est censé être puni de 20 ans de réclusion criminelle. Or, la réalité, c'est que cette peine de 20 ans n'est quasiment jamais prononcée pour un narcotrafiquant. Et en plus, lorsqu'elle parce qu'il y a des juges qui ne la prononcent pas, parce que justement, ils considèrent que pour plusieurs facteurs, il faut diminuer la peine. Ensuite, après, dans d'autres points, c'est que la peine qui est prononcée ensuite, après par le juge, n'est jamais réellement celle qui est effectuée, puisqu'on a le système de réaménagement automatique de peine. Donc, tout cela pour dire qu'on a une sensation d'impunité. En plus, vous avez un autre élément, c'est que les narcotrafiquants, comme vous l'avez très bien dit, sont très organisés et utilisent des mineurs. Or, aujourd'hui, le droit des mineurs, et justement avec la justice des mineurs qui divise par 2 automatiquement la peine, fait que, de fait, c'est beaucoup plus compliqué de mettre des mineurs en prison. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, on a un état de droit qui crée des zones de droit. Ensuite, après, la question qui est posée, c'est comment aujourd'hui on règle la question du marché de la drogue. Vous avez dit 6 à 7 milliards d'euros. Est-ce qu'on peut être plus fort que les narcotrafiquants ? Travailler sur les consommateurs également, et il y a beaucoup de choses à faire en la matière. Bruno Pomar, pour rebondir sur ce que dit Mathieu Hoc, ces jeunes mineurs qui sont guetteurs souvent, etc., et qui servent beaucoup au narcotrafic, on le sait, parce qu'ils subissent moins de condamnation ou pas du tout parfois, c'est des gamins qui gagnent en une journée ce que leurs parents gagnent en un mois. Donc il y a aussi ce problème-là. C'est-à-dire que tant qu'il y a une vraie misère dans les quartiers, il continuera à y avoir des dealers et ce système de narcotrafic avec des mineurs intégrés, quoi. Oui, il faut essayer de casser évidemment au plus haut déjà les réseaux. Je parle des aides-mafias qui a installé vraiment un dispositif extraordinaire, je dirais, excusez-moi le terme, mais c'est vrai, et qui permet effectivement maintenant de défier non seulement la police, mais de défier également les élus. Et on le voit en mettant la pression et en embauchant des mineurs, souvent des jeunes déscolarisés, souvent des jeunes qui sont même pas d'ailleurs de la région ou du département. Oui, ils descendent à Marseille, ils viennent du centre de la France ou je ne sais quoi. Oui, bien sûr. Les shooters, ce qu'on appelle les shooters, c'est ceux qui font les basses besognes, etc. Donc il y a vraiment une organisation comme une entreprise qui s'est mise en marche et c'est très compliqué. Mais encore une fois, je pense qu'au-delà de l'aspect purement droit, parce que vous savez, chez plein de jeunes qu'on retrouve en prison, ça leur fait plus peur la prison.
Parce qu'à la limite, ils préfèrent vivre 10 ans de leur vie en gagnant 10 000 euros par mois que vivre toute une vie normale au SMIC. Vous voyez, je fais un raccourci, mais je l'ai entendu dire déjà de ça. Donc, vous voyez un petit peu où on en est. Donc, il y a tout un travail, non seulement de répression, et vos invités l'ont dit très justement, de répression très très dure sur les consommateurs, c'est une chose. Ça, c'est important. Sur les trafiquants, évidemment, mais également sur les pays producteurs. Exactement. On parle au Maroc du Rif, qui nous envoie des tonnes de shit en France. La Colombie, qui produit plus de 3500 tonnes de cocaïne par an. Et qui prospère en ce moment grâce à ça. Et oui, donc voyez un petit peu ce qui se passe. Donc tout ça, il faut essayer de travailler ensemble. Et surtout, permettez-moi de revenir à un sujet, vous savez que combien j'y tiens beaucoup, c'est le travail de prévention et d'éducation à faire sur notre jeunesse. Moi, je l'ai fait tout cet été. Je suis allé sur des quartiers nord de Marseille travailler avec mes équipes de policiers. Je vous assure qu'il y a un travail de prévention à mener pour éviter que ces jeunes partent à la dérive. Mais beaucoup, Bruno, aussi, et on l'a dit sur les consommateurs. Moi, le passionné de cyclisme et ancien cycliste que je suis, vous savez, nous, on a une habitude, c'est les tests antidopage. Si vous testez les gens sur prise de cocaïne ou pas, on sait. On pourrait en faire un à l'Assemblée nationale ou au Sénat, pour reprendre ce que disait Mathieu Davy. 0826 300, Xavier, notre auditeur fil rouge. L'État plus fort ou moins fort que le narcotrafic pour vous, Xavier? D'être moins fort que le narcotrafic. Après, il y a beaucoup d'hypocrisie dans la classe politique autour de la vente de drogue, du trafic de drogue, puisque on sait que, par exemple, l'homme se drogue depuis des millénaires. Donc, on n'éteindra pas absolument la consommation de drogue. C'est une connerie. On sait aussi que la prohibition, ça marche pas vraiment. Ils ont essayé aux États-Unis avec l'alcool. On a vu le résultat. Ça a créé des mafias immenses. Alors peut-être qu'on peut trouver des solutions entre deux, par exemple légaliser le cannabis pour créer une filière qui soit sous contrôle de l'État et où on n'ait pas des mafias qui profitent de la consommation de cannabis. On pourrait aussi, comme a dit Bruno Pomar, avec qui je suis pas toujours d'accord, parce que il a moi non plus, je vous rassure. Il y a Philippe Pujol, qui est le journaliste à qui on a donné le prix Albert Londres, qui a mené des enquêtes depuis 20 ans sur le trafic de drogue et qui explique très bien tout ça. Il y a évidemment, là je suis d'accord avec Bruno Pomar, un malaise social. Un malaise social à l'origine de ce narcotrafic, du développement de ce narcotrafic. Si les jeunes, on leur donne des perspectives d'avenir, si on leur donne un environnement qui leur permet de s'épanouir, si on leur donne les capacités d'aller de l'avant, eh bien ils se retrouvent moins, en tout cas bien moins dans le narcotrafic, dans le malaise que ça constitue, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, à ce qu'on entend très régulièrement sur les ondes d'ici et là, en fait, il y a beaucoup de dealers ou de personnes qui participent au narcotrafic qui souffrent énormément de ça, qui finissent maltraités, torturés. Ça, c'est chez les dealers et qui s'enrichissent pas du tout. Ils finissent au contraire avec des fausses dettes et ils sont obligés de payer des fausses dettes imaginaires qu'on leur invente pour les maintenir comme esclaves. Et par ailleurs, chez les consommateurs, je terminerai là-dessus. Sur rapidement, les consommateurs. Vous savez, les gens qui consomment de la drogue et qui sont addicts à la drogue, ils sont en grande souffrance. Ce sont des gens qui sont malades. Alors, je dis pas que il faut les caresser dans le sens du poil et qu'il faut les victimiser, mais je dis que la réalité est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut croire et que les gens qui sont pris dans la tourmente de la drogue, ils sont en pleine souffrance et on doit trouver aussi une façon de régler ce problème de manière intelligente. Merci Xavier. Mathieu, que je rebondis rapidement sur cette histoire de légalisation. Il est certain que si le cannabis, en l'occurrence, on ne parle pas des drogues plus graves, on parle du cannabis, s'il était légalisé, déjà il y a un problème de santé publique en moins globalement parce que c'est utilisé médicinalement dans certaines situations. Ça peut régler potentiellement le trou de la sécurité sociale pratiquement parce que c'est beaucoup d'argent, c'est une manne financière pour l'État, c'est une grosse manne financière et ça permettrait éventuellement de casser le trafic. Alors je vous pose la question à vous parce que je sais qu'a priori vous êtes contre. Oui, alors moi je suis entièrement contre la légalisation pour plein de raisons, mais déjà est-ce que légaliser aura un coût positif pour les finances publiques, en tout cas pour le trou? Pas certain, puisque vous regardez le tabac est légalisé et c'est un coût neutre en fait, c'est-à-dire que ce que vous gagnez en termes de taxes est automatiquement réinvesti. Aux États-Unis par exemple, où c'est légalisé dans certains États où c'est carrément commercialisé, c'est des mannes financières absolument énormes. Oui, après il faut regarder les dépenses de santé ensuite après qui sont associées. Et donc ensuite après moi pour ce qui est de la légalisation, je mets 3 objections à cela. La première, c'est que quand on regarde le modèle du Québec, qui est le modèle qui est souvent pris en exemple, etc. Moi j'ai regardé dans le cadre d'un rapport précédent, on a une augmentation du nombre de consommateurs, on a à peu près 20% d'augmentation de la consommation. Est-ce que l'on veut avoir une société où de plus en plus de gens se droguent, même si c'est légal? Au Québec, sachant le
le shit partout à Montréal. Hein, exactement. À New York aussi, à New York aussi New également. York, ça se sent très très fort. Est-ce que vous voulez d'une société comme ça, sachant quand même que la drogue en tant que telle, c'est effectivement, on n'empêchera pas les gens de se droguer, mais ça reste quand même un marqueur d'un déclin de civilisation. La Chine est tombée à cause de l'opium, par exemple. Deuxième, je terminerai dessus. Je ferai pas les 3 exemples, mais la deuxième objection, me semble-t-il, c'est qu'on voit une augmentation de la consommation des jeunes. Et en fait, on voit une diminution d'un indicateur qui est très important. C'est l'âge du 1er juin. Et l'âge du 1er juin a baissé au Québec. Et on sait, en tout cas, les psychiatres le disent. Moi, je suis pas psychiatre, mais les psychiatres disent que plus vous fumez tôt un jeune, même à quelques mois près, 6-7 mois, en termes de construction du cerveau, plus le jeune va avoir des problématiques de santé, mais également de décrochage scolaire, et donc avec toutes les problématiques d'éducation qui en découlent. Et c'est à vous la conclusion, Mathieu Davy. Vous qui êtes un homme de loi, vous êtes avocat. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'État français a encore les moyens d'enrayer ce narcotrafic ? Il les a, mais il faut mettre des moyens considérables et il faut être ça tombe bien, on est endetté. Et il faut être très pragmatique. Moi, sur la légalisation, je suis pas très à l'aise. Je suis tout à fait pour reconnaître le caractère du malade. Il faut encadrer les malades, mais je suis tout aussi d'accord pour dire qu'il faut empêcher l'accès à la drogue. Un consommateur de cocaïne a fumé des joints avant. Le passage d'une drogue douce à la drogue dure, c'est à peu près 80%. Donc en fait, ce qui me fait peur, c'est légaliser, ça ouvre la porte à la consommation de drogue. Je pense qu'il faut parler de soins. Il faut laisser les médecins travailler, les addictologues, on va dire tout le personnel social auprès des malades, mais il faut bloquer au maximum l'accès à la drogue et toutes les drogues. Merci. Bruno Pomar, un tout petit mot là-dessus, légaliser ou pas légaliser ? En 10 secondes, cher Bruno. Non, vous savez, je partage ce que disait Mathieu à l'instant, on peut pas légaliser comme ça. De toute manière, si on légalise, ça veut dire qu'on aura des drogues parallèles moins chères, comme les cigarettes, et puis on aura le développement de la cocaïne. Je vous rappelle que la cocaïne coûte moitié moins cher maintenant, le gramme, donc je pense que c'est pas une bonne idée, quoi. À bientôt à l'antenne, Bruno, à bientôt. Merci Bruno Pomar, je rappelle que vous êtes maire de Belleflou dans l'Aude, des fondateurs du RAID. Merci pour votre participation à notre débat aujourd'hui. Et puis vous, chères auditrices, chers auditeurs, vous restez avec nous parce que dans un instant, on va se faire plaisir musicalement. C'est le quiz musical qui arrive, l'avant-dernier de votre été. Oui, à tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton.